Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue au bruit de ma ville. Je suis vraiment contente d'être là avec vous encore une fois et aujourd'hui, j'ai une invitée qui sera là avec nous pour discuter de plusieurs choses. Donc aujourd'hui, je reçois Sarah Messou Gelazi, une jeune mariée et nouvellement maman. Elle est amoureuse de voyage, productrice du podcast Vocal et entrepreneur. Avec Sarah, nous parlerons de famille, de déconstruction, de reconstruction de soi, du pardon et de l'amour de Dieu. J'aimerais te dire bienvenue, Sarah, au micro des bruits de ma ville. Ça va, Sarah? Comment ça va? Ça va bien comme c'est là, merci. Et toi? Oui, oui, ça va très bien. Bienvenue, bienvenue et merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et puis, ouais, comme j'ai dit, on a beaucoup de choses à parler parce que, comme j'ai dit depuis Oui. l'introduction, t'aimes les voyages, nouvellement mariée, maman, toutes sortes de choses. Donc, il y a beaucoup à dire et je sais que tout ça va impacter surtout cette nouvelle génération de jeunes mariés, jeunes mamans, etc. Donc, parle-nous un peu de toi. Est-ce que tu as grandi ici au Canada? Est-ce que tu t'es né dans une grande famille ou une plus petite famille? Alors, bon, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Sarah. Écoutez, moi j'ai grandi, je suis née et j'ai passé une petite partie de ma vie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et oui, je suis issue d'une grande fratrie de 10 enfants du côté de mon père et j'ai un grand frère également du côté de ma mère. On a déménagé au Canada quand j'avais 9 ans et demi et on a déménagé initialement dans une, bon, c'est plus une si petite ville que ça, mais dans le temps, c'était pas une si grande ville, à Saskatoon, en Saskatchewan. Donc c'est là que mon père, en fait, avait pris la décision de nous envoyer au Canada parce que lui, il avait fait ses études ici il y a très longtemps maintenant. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici. Donc ma sœur, mes sœurs et moi avons vécu chez mon oncle en Saskatchewan, où est-ce que j'ai vécu là-bas jusqu'à à peu près l'âge de 19 ans, 20 ans. Et c'est là que j'ai déménagé à Ottawa. OK, d'accord. Wow, je sais que cette partie du Canada, il fait vraiment, vraiment froid. On pense qu'à Ottawa qu'il fait vraiment froid, mais là-bas, c'est différent, hein? Oui, non, c'est un autre mood. Il fait froid, il y a beaucoup de neige. Je pense mes premiers mois, c'est drôle, l'année où j'ai déménagé, enfin, où on a déménagé ici, c'est la même année qu'on a expérimenté notre premier -40. Mhm. J'étais choquée de voir que le mercure pouvait aller aussi bas. Et puis, ben, à partir de ça, tu as dit que tu as quitté, on va dire, tu étais né à Abidjan, c'est ça? En Côte d'Ivoire Oui, ou dans une autre c'est ville? ça. Abidjan, Abidjan. OK. Oui, Mhm. bon, la dernière personne qui a été invitée, lui aussi, c'est un Ivoirien, donc je pense que vraiment, Yes! 225 represent! oui, c'est ça. Oui, oui, beaucoup de personnes aiment ce pays et moi aussi, j'aimerais bien le savoir Visiter comment un était jour. ton enfance, ton adolescence. C'est sûr que arriver ici dans un nouveau pays, est-ce que tu as pu quand même t'adapter assez vite? Alors, mon enfance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis issue d'une famille reconstruite, si je peux le mettre comme ça. Dans le sens que j'ai grandi majoritairement avec ma mère. Mon père était là. Enfance normale, tranquille. Voilà, je partais à l'école. J'avais pas énormément de soucis, si tu veux Mhm, comprendre. mhm. Et puis, bah, mes parents, on peut dire famille classe moyenne, un peu plus quand même. Donc, mes parents ont toujours fait l'effort de nous faire voyager. Donc, c'était pas, quand je suis arrivée au Canada, c'était pas la première fois que je venais au Canada. J'étais déjà venue plus jeune, quand j'avais 5 ans, avec une de mes grandes sœurs en vacances. Mhm.
Donc, cette fois-ci, on était arrivé à Montréal. C'était bien. Donc, en fait, quand on a déménagé, j'étais pas forcément dépaysée. Bon, naturellement, quand on venait ici avant, on venait dans les périodes, voilà, il faisait quand même chaud, on venait en Mhm, été ou mhm, en printemps. Donc, dans un premier temps, ce qui a causé un choc pour moi, c'est naturellement la température. Et puis, je peux dire une chose que quand on vient dans un pays en vacances et quand on s'y installe, effectivement, il y a des réalités. Les réalités sont pas pareilles. Donc, moi, quand j'ai déménagé, déjà, j'ai déménagé dans un bled où on parlait uniquement anglais. Moi, je parlais pas anglais. mhm, Abidjan, c'est mhm, c'est français. Je parlais pas anglais. Après, mon école, oui, c'était une école francophone. Mais je suis passée, par exemple, d'une classe à Abidjan où est-ce qu'on était une trentaine à une classe où on était 18, que des blancs. mhm. Choquée. euh, donc, il y a eu un petit choc culturel aussi, il faut qu'on se le dise, parce que dans le temps, ma sœur et moi, on était les deux seuls noirs de, Mhm. de toute l'école. Donc, il y a souvent des petites remarques, des petites questions un peu niaiseuses, Ouais, ouais. des questions un peu niaiseuses et tout. Donc, faut faire face à tout ça. Et forcément, j'arrive ici en 2005. Il y a pas toute la représentation aussi des jeunes filles noires qu'on a aujourd'hui. Mhm, Donc, en tant que jeune fille, il fallait aussi apprendre à naviguer ça. J'arrive au Canada, j'arrive sans ma mère. Donc, quand on immigre ici, ma mère reste en Côte d'Ivoire. Mon père vient nous accompagner et on vit avec mon oncle. mhm. Donc, ça fait beaucoup de changements pour un enfant qui n'a pas encore 10 ans, en tout cas. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça exactement et aussi quand on n'a pas les figures, on va dire, parentales aussi, ça c'est un peu difficile et Oui. comme tu dis, il y avait un manque de représentation parce que si on regarde maintenant la diversité un peu partout au Canada, même les endroits Mm. où il y avait pas autant de, on va dire, de nouveaux arrivants, maintenant, Mhm. il y en a beaucoup plus. Donc, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Et puis, ton adolescence, est-ce que les choses se sont un peu améliorées? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles personnes dans l'école secondaire où tu allais? Alors, à mon adolescence, alors j'étais en septième année, grade 7. Mhm, Quand il y a eu un autre noir qui est arrivé mhm. et j'ai fait la blague débile de et c'était un garçon. Ah, vous allez vous mettre en couple. C'était tellement, c'était tellement bizarre. Et Ah, oui, effectivement, à l'âge adolescent, faut dire que à cet âge-là, culturellement, il y a quelque chose qui se passe parce que mon père nous fait rentrer en Côte d'Ivoire chaque 2 ans, chaque 2 étés pour qu'on ne perde pas le fil. mhm, On continue quand même d'être raccord avec la culture et ce qu'il considère comme étant nos racines, ce qui est vrai. mhm, Et en même temps, ici, il faut s'adapter parce que tu veux pas, à la maison, c'est très ivoirien, c'est très africain, ça bouge pas, ça change pas. Mais dehors aussi, il y a un terme qui s'appelle le code switching, c'est-à-dire que quand tu es dans une société extérieure à la tienne, il faut vite prendre les codes pour ne pas se sentir exclu. Malgré ça, de temps en temps, c'était un peu difficile parce que je me sentais exclue, je parlais pas au début, tout le monde parle, même si c'était une école francophone, tout le monde parlait anglais, donc t'es là, t'essaies de comprendre ce que les gens disent, des fois t'as l'impression que les gens parlent de toi, aussi, l'adolescence, c'est l'âge où est-ce que tu vois, forcément, tu comprends qu'il y a des différences entre les filles et les garçons, il y a de l'attirance, mais en même temps, tu te sens vraiment différente parce que ceux qui, ceux qui, ceux qui sont là depuis longtemps, bah, tu vois que ça se crée des petits couples, etc. Tu es là, tu regardes un peu les choses à l'extérieur. Des fois, on te fait comprendre que par rapport aux standards de beauté, t'es pas si belle que ça. mhm, Donc, c'est énormément de choses. Moi, j'arrive ici, j'ai des cheveux crépus parce que je veux faire comme tout le monde. Je m'en vais me défriser les cheveux. mhm, C'était chaud. C'était chaud, en fait. Et à côté de ça, tu te construis aussi une carapace parce que tu veux être forte. Tu mhm, veux pas paraître non plus pour la faible de service ou celle qui se plaint tout le temps.
Donc, au fur et à mesure, en fait, tu as le choix. Soit tu te construis une identité qui est forte ou une carapace, ou soit tu pleures tout le temps. Moi, j'ai préféré prendre la première option. mhm, J'ai aussi navigué le fait que mes parents n'étaient pas forcément là, donc j'ai fait aussi une espèce de rébellion. J'étais bonne à l'école, j'avais une très bonne mhm, note, mais en même temps, j'avais un problème de comportement. J'avais un problème de comportement. Je piquais la nourriture des gens. En fait, j'avais besoin qu'on me remarque, en fait. J'avais mhm, besoin qu'on me remarque, qu'on sache que je suis là. Je me battais. J'avais besoin de m'affirmer. Je savais pas comment le faire. Et à un moment donné, j'ai rencontré une conseillère scolaire, en fait. mhm. Elle a fait comprendre à mon oncle, parce que mon oncle, il était débordé, il savait pas quoi faire. Et à un Quoi moment donné, faire? Mhm, il m'a menacé, il a appelé Abidjan un jour, il a appelé ma mère, il lui a dit, soit tu viens, soit je te ramène ta fille, parce que c'était devenu too much, en fait. mhm, mhm. Devenu énorme. Et en ce moment-là, ma mère a fait le sacrifice, en fait, de tout laisser derrière et de venir un peu en catastrophe pour m'éviter, Recrue. moi, de rentrer. Mhm, Parce que dans le temps, on était dans les procédures aussi de citoyenneté. mhm. Et donc, elle ne voulait pas me priver de cette chance-là. Donc, elle fait ce sacrifice-là en ce moment de venir s'installer chez nous, enfin, chez mon oncle, pour Mhm. garder un œil sur moi. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me stabilise un peu dans mon Mhm. comportement. Oui, c'est différent. Comme quand c'est quelqu'un d'autre et vraiment le parent, c'est différent, quoi. Donc, je pense que, comme tu disais, ta mère est comme venue stabiliser les choses. Oui. C'est ça. Donc, en parlant de famille, est-ce que ta famille, c'était une famille chrétienne ou est-ce que tu allais à l'église ou non, pas vraiment, c'était quelque chose un peu lointain, si on peut dire ça comme ça? Alors, très particulièrement, côté maman, famille très chrétienne. Ma Mhm, mère, mhm, je peux honnêtement dire qu'aujourd'hui, si je suis revenue à la foi bien plus tard dans ma vie, c'est en grande partie à cause des prières de ma mère, mais surtout parce que j'ai été exposée à la connaissance de Christ très jeune. mhm. Alors, mon grand-père, faut savoir que mon grand-père côté maternel est pasteur. OK. En tout cas, était. Mhm, était. Donc, on a grandi, en fait, avec Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ est Seigneur et tout. Tout ça, c'était pas inconnu pour moi. Et d'un côté, j'avais mon papa qui, lui, ne voulait rien savoir. Je vais utiliser le terme vulgairement utilisé qui est la religion, mais toi et moi, on sait qu'aujourd'hui, on parle de foi et de des relation fois, intime c'est avec ça. le Seigneur. Mhm, Mais mon père, lui, ne voulait absolument rien savoir, en fait. Donc, j'avais ma mère qui était très à fond, on partait à l'église tous les dimanches, je la voyais impliquée. Et quand tu es enfant, moi, je reconnais que j'aimais le Seigneur quand j'étais petite. mhm, Je me rappelle que ma mère voulait m'envoyer à l'école du dimanche et je refusais catégoriquement d'aller à l'école du dimanche. Je ne voulais pas y aller. Quand elle m'envoyait, je revenais toujours m'asseoir à côté d'elle. mhm, Alors, j'ai eu très jeune cette soif-là, en fait, de d'avoir cette relation avec Christ. Des fois, je me rappelle d'une anecdote où ils étaient en période de jeûne dans l'église et je me suis portée volontaire. J'avais quoi? Ça avait 7 ans. Je me suis portée volontaire pour faire le jeûne. Et à un moment donné, j'étais tellement zélée. À un moment donné, je dis à ma mère, ah, maman, je commence à avoir des étoiles parce que j'avais tellement faim. Mais personne ne t'a envoyé, en fait. Pourquoi tu fais ça? Donc oui, famille chrétienne côté maternel et puis côté paternel, j'ai pas vraiment de figure, je ne vois jamais mon père prier. De toute façon, il n'y croit pas. Je me mhm, rappelle que quand j'étais petite, je lui disais: «Papa, pourquoi tu viens pas à l'église avec nous?» Il m'a dit clairement que ça il voyait pas l'intérêt. mhm, Donc j'ai grandi un peu avec cette dualité-là et puis, bah, quand je suis partie, quand on a quitté Abidjan, bah, forcément quand tu pas les repères parce que je grandis dans une maison où mon oncle, lui, n'est pas croyant, mhm, pas pratiquant, à part les grandes fêtes, Noël et Pâques, et cetera. Mes sœurs qui sont autour de moi non plus ne sont pas pratiquantes, donc du coup, tout ça, ça se perd. Donc ouais, il y a eu une espèce
de rupture, si tu veux comprendre, dans mon adolescence où à un moment donné, bah, tu commences à être matrixé par le monde. Mhm. Il est arrivé à une période où à un moment donné, je me disais, ah, moi, je crois plus en plus rien et tout. Est-ce que Dieu existe et tout. Et c'est là que tu vois un peu que la vie, en fait, peut te faire prendre un certain chemin quand tu n'es pas bien encadré. C'est ça, exactement. Je pense qu'au travers de ton témoignage, on va voir aussi comment Dieu t'a reconstruit, si on peut dire ça comme ça, et Oui, toi aussi, tu as pu aussi reconstruire en tant que femme, en tant qu'individu aussi. Donc, je voulais revenir sur un post que j'ai vu qui m'avait vraiment interpellée sur Instagram, je pense qu'il y a quelques semaines de cela. Quand je t'ai contacté, j'étais comme, OK, on devrait discuter. Je pense que ça va vraiment toucher plusieurs personnes. Donc, en lisant ton post qui était intitulé Ne fais pas sinon, on apprend beaucoup. Donc, j'ai beaucoup appris en lisant ça. Je voulais savoir que voulais-tu véhiculer au travers de ce post. Euh, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tu pourras un peu expliquer. Et puis, il y a une phrase qui m'avait interpellée en lisant ce post, euh, qui m'avait aussi un peu touchée, mais aussi qui m'avait dans ma tête, mais je me suis un peu posé des questions. Donc, je vais lire la phrase qui dit, à ce moment-là, j'aurais voulu qu'on me parle au lieu de me faire peur. Je me demande pourquoi la peur avait été utilisée. Donc, si on peut revenir au post, ne fais pas sinon. Et puis, on pourra aussi un peu discuter de, de la phrase qui m'a interpellée. ouais, bien sûr. En fait, le post ne fait pas sinon a été inspiré la semaine où j'ai écrit ce post-là, le dimanche d'avant, on a eu, mon mari et moi, on a eu la grâce de pouvoir intervenir sur un panel de discussion sur les relations amoureuses. Où est-ce qu'on a parlé de notre expérience, enfin, le plus brièvement possible, on a parlé de comment on s'est rencontrés et tout, et notre cheminement jusqu'au mariage. Mhm, Et on a eu l'occasion de donner plusieurs conseils, etc. Et en fait, l'une des questions qui est venue était d'une sœur que j'apprécie beaucoup, qui a dit, on nous dit souvent de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Concrètement parlant, en fait, comment on fait? Parce que nous, on ne veut pas pécher, mais quelles sont les clés que tu peux donner, que vous pouvez donner, des conseils que vous pouvez donner pour qu'on puisse vraiment vivre cette, euh, cette vie de sanctification là mhm, correctement mhm. sans, sans tomber. Là, je te brosse la question de manière grosso modo. Oui, oui. On a répondu du mieux qu'on pouvait et tout, mais ça me restait dans la tête. Et le lundi, j'ai commencé à écrire, en fait. À la base, je voulais répondre à sa question. Et en fait, le Saint-Esprit m'a envoyé dans une direction complètement différente, qui Mhm, était de parler de moi, mon témoignage, en fait. Qui était que de la relation avec la sexualité que j'ai entretenue malgré moi très jeune. mhm, Alors, le, le ne fait pas sinon vient déjà de plusieurs injonctions qu'on a dans nos familles africaines et surtout dans l'Église. mhm, Dans nos familles africaines, en tout cas moi dans la mienne, on a beaucoup gouverné par la peur. C'était ne fais pas, n'aie pas de relation sexuelle sinon tu vas tomber enceinte. N'aie pas de relation sexuelle euh, sinon tu vas avoir une ITS. Sinon ta vie mhm, va être finie. Sinon ci, sinon ça. Mais jamais en fait on a abordé la question. Jamais aucun de mes parents en tout cas, que ce mhm, soit mes grandes sœurs et tout, ne s'est assis avec moi ou avec n'importe qui pour nous faire comprendre que c'est normal qu'à partir d'un certain âge, je commence à avoir des désirs, des mhm, pulsions. C'est normal parce qu'en fait, on est des êtres sexuels. C'était programmé en nous. C'est la volonté de Dieu, en fait. oui, oui, c'est ça. Mais dans le mariage. Mais avant que tu n'arrives dans le mariage, là, tu es une personne avec des désirs. Je veux dire, voilà, on est, avant d'être esprit, on n'est pas là à se promener en esprit, là, on est chair. Mhm, Donc, mhm,
il y a des désirs, il y a des envies que tu vas avoir avec les hormones, la puberté, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, à un moment donné, faut faire asseoir. On ne m'a jamais fait asseoir pour me dire que si ça arrive, nous sommes des personnes de confiance vers qui tu peux venir, en fait, et tu peux nous poser toutes tes questions. Jamais. Jamais. Mhm. C'était ne fais pas, point. Et si tu fais, voilà ce qui va arriver, nanani, nanana. En gros, ça, c'est côté familial. Maintenant, côté dans l'église qui est censée éduquer de la meilleure des façons, en fait. L'église ne fait pas ce travail-là. L'église, encore, c'est pareil. Mhm. Aujourd'hui, j'applaudis le travail que les églises de réveil modernes sont en train de faire, en train de dire que le sexe n'est pas tabou. Il faut parler de Parler sexualité. de Et moi, ça. Mhm. je ne mens pas. En fait, je crois que tout ce qui a pu m'arriver dans le passé m'a formée, en fait, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne. Vous allez rire, vous allez dire, oh, celle-là, elle aime ça. Oui, c'est vrai. C'est un sujet qui me passionne. Pourquoi? Parce que je pense que s'il est mal traité, c'est un sujet qui détruit des vies. Mais s'il est bien traité, c'est incroyable. Quand le sexe est bien vécu, dans le bon cadre, c'est incroyable tout ce qui peut se passer autour. Et quand le diable décide de s'en saisir pour détruire une vie, il la détruit comme ça. C'est vrai. Donc je crois que c'est important qu'on soit décomplexé aujourd'hui, qu'on en parle certes, mais qu'on en parle de manière sage. Mhm. Mais il faut arrêter de mettre cette espèce de drapeau-là comme si ça n'existe pas. On vous dit mariez-vous, et puis les gens se marient et ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Mhm. Du coup, ça donne lieu à des insatisfactions. Du coup, avant le mariage, tu as des personnes comme moi, et là maintenant pour parler de mon témoignage, qui vivent des situations d'attouchement, des agressions sexuelles. Et tout ça, en fait, quand c'est vécu très jeune, sans le savoir, ça te matrixe, ça te formate. Moi, quand j'avais 8 ans, avant de quitter la Côte d'Ivoire, déjà même avant d'arriver à cette situation-là, je me rappelle d'un incident qui est arrivé un jour parce que moi, j'ai vécu ma puberté, ce qui arrive de plus en plus à des jeunes filles. Mhm. J'ai vécu ma puberté, mes premières formations de poitrine très jeune. Parce que j'étais une petite fille, j'étais quand même en chair. Donc, du Mhm. coup, j'ai Ah commencé à ouais. avoir de la poitrine jeune. Et je me rappelle que dans le temps, bah, j'avais 7 ans, je marchais avec ma nounou. On revenait de chez une de mes amies. Et il y a un inconnu au bord de la route qui a touché ma poitrine. Mon Dieu. Et Mhm. ma nounou l'a violemment réprimandé et tout, tout Mhm. ça. Mais j'avais 7 ans, tu sais, tu C'est comprends ça. rien. C'est comme, Qu'est-ce c'est qui se quoi ça? passe? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Et une année plus tard, il y avait chez mon père, parce Mhm. que avant qu'on ne vienne au Canada, mon père voulait que tous ses enfants se réunissent sous le même toit pour passer du temps ensemble, pour apprendre à se connaître et tout. Parce que vu qu'on n'a pas tous les mêmes mamans, c'était une manière pour nous, en fait, de construire quelque chose. Et chez mon père, il y avait un oncle. Mhm. Il y avait un oncle. Et cet oncle-là, chaque fois qu'il me le voyait, il m'appelait ma femme. J'ai Mhm. 8 ans. Le gars, il avait proche de la vingtaine. Il m'appelait ma femme et tout. Je comprends pas. Aujourd'hui, plus tard, parce que quand c'est des choses qui arrivent comme ça, quand tu ne les questionnes pas, c'est plus tard que ça te reprend comme une gifle, en fait. Oui. Il m'appelait ma femme. Il était tout le temps un peu trop attentionné et un peu trop tactile. Et il est arrivé un soir où j'étais chez mon père, Mhm. où il m'a touchée, en fait. Mhm. Touché ma poitrine, touché mes parties intimes et tout. Cet incident-là s'est reproduit 2 fois. Une fois pendant la nuit et une fois dans la piscine. Mhm. Parce qu'il était très, très proche et tout. Et ça s'est passé. Euh, Quelque temps après ça, je retournais et tout, mais je n'étais plus très à l'aise à côté de cet individu-là, en fait. Mhm. Et je n'en ai jamais parlé jusqu'à plusieurs années plus tard. Parce que, en fait, j'ai réalisé que c'était un trauma. Oui, oui, oui. Et Mhm. parce que quand c'est des choses qui arrivent, encore une fois, quand on ne t'explique pas les choses, c'est ça, en Mhm. fait. Mhm. Quand on te dit ne fais pas, ou quand on n'a pas cette discussion-là, parce que il faut avoir les discussions avec les enfants. Quand un enfant naît, quand un enfant commence à avoir conscience de ses parties intimes, il faut lui parler.
Et ça, encore une fois, mes parents ne l'ont jamais fait. Il faut Mhm, lui parler pour lui dire que tes parties intimes t'appartiennent et que personne n'a le droit de toucher à tes parties intimes. Et même si papa et maman veulent toucher tes parties intimes, ils doivent te demander la permission, mhm. d'abord. Et ça, on ne le fait pas. Parce que, encore une fois, la sexualité, je ne parle pas d'acte sexuel, mais la sexualité Sexualité. a été tellement diabolisée que Mhm. tout ce qui tourne autour, il y a une omerta. On n'en C'est ça. parle juste pas. Mhm, Et on laisse les gens, je dis ça cru, je dis ça de manière crue, on laisse les gens, en fait, c'est comme un agneau dans la bergerie avec des loups. On te laisse en pâture, en fait, mhm. à faire tes propres expériences, mais de la pire façon possible. Façon. Mhm, mhm, De la pire façon possible. Si tu poses la question aux jeunes aujourd'hui, comment ils sont exposés à la sexualité, ils vont te dire au travers des amis, au travers de la télévision, au travers de la pornographie, au travers de toutes sortes de choses c'est tous des cadres en fait, et il y a rien de cadré. mhm. Des réseaux Il y a rien aussi. de cadré. Les réseaux, Mhm. c'est Les horrible. réseaux, oui. Terrible. Mhm, Même moi, mhm. aujourd'hui, que je suis adulte, là, il y a des fois, je vois des choses sur les réseaux, je suis choquée. Mhm, mhm, Et il n'y a aucune éducation qui est faite. Et quand j'ai vécu ça, bah écoute, moi j'ai continué à vivre ma vie, mais j'étais juste plus à l'aise avec avec cet individu, ouais. cet individu-là. Et puis l'année qui a suivi, on est venu au Canada et tout. Et je vis avec deux de mes sœurs. Une avec laquelle je suis très très proche et une qui était un peu plus âgée et tout, et qui elle aussi, elle vivait sa sexualité de manière très très open. Et donc elle Mhm, nous en parlait, mais c'était pas en fait non, c'était pas forcément les meilleurs conseils qu'elle te donnait. En fait, elle donnait plus ouais. des conseils. Elle donnait plus des conseils de copines Oui, oui, que des conseils copine, de grande ouais. sœur. Comme de Tu choses vois un peu de le lien. cadrer, mais ça, c'était juste comme ta copine, c'est ça. Rocambolesque, Les c'est ça. histoires. Ouais, 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 Voilà. ouais, ouais. Et du coup, bah, du coup, ça crée ça parce que les années qui suivent, je rentre au collège, on nous fait l'éducation sexuelle, mais on nous fait l'éducation sexuelle d'un point de vue anatomique. Mhm. On nous parle des ITS et on nous donne des préservatifs. Ok, t'as 13 ans, tu fais quoi avec des préservatifs? C'est ça, c'est ça. C'est ça aussi le monde aujourd'hui, en fait. On donne des préservatifs en mode, voilà, ça sert à ça, et puis il y en a si jamais vous en avez besoin. C'est ça. C'était plus technique que parler Ouais, des émotions et tout ça. c'est ça. Ouais, je voulais juste revenir sur un point. Une chose qui m'a touchée du début de ton témoignage, c'est le mot oh, c'est ma femme. Mais il n'y a jamais personne Non, qui a entendu ça, qui a non. peut-être dit, hey, comme, parce que je trouve que ce qui arrive parfois, c'est la familiarité et des fois, cette Exact. légèreté que les gens, ou peut-être que, comme on dit, peut-être que personne n'entendait, chacun faisait leur affaire, mais que les gens n'ont pas pu voir ou entendre, où Mhm. tout est blague. Parce que dans certaines C'est ça. cultures, parfois tout est blague, on rit de tout. Mais il y a Mhm. des choses aussi qu'on devrait dire, on devrait se poser des questions, mais c'est une enfant, pourquoi c'est ta femme, c'est quoi ça? Donc, Totalement d'accord. ça m'a touchée et aussi aux auditeurs, je suis sûre qu'il y a certains de nos auditeurs en écoutant ça qui doivent se rappeler de certaines choses. Peut-être que quand ils Mhm. étaient jeunes, ils ont peut-être entendu aussi, mais tout le monde riait, c'était des blagues. Mhm. Pendant que maintenant, si on entend des choses comme ça, on recadre la personne et il y a certaines personnes qu'on va même plus laisser rentrer, que ce soit la famille ou des amis ou etc., rentrer dans le foyer. Exactement. C'est ça. Exactement ça. Donc, comme tu disais, tu es rentré au collège et puis comme tout a été dévoilé, comme on dit. C'est ça, tout a été dévoilé parce que, ben, encore une fois, ma sœur qui nous faisait comprendre que mater des films porno, c'était normal. Genre, Mhm. il y avait, c'est en fait, Mhm. il y avait ça. Et puis, je commence à avoir des amis. Les garçons, bah, moi, chaque 2 étés, je rentre. Donc, même si quand j'étais ici, les garçons me regardaient pas, parce que pour moi, pour eux, j'étais le ton de service. Mais quand je rentrais, bah, écoute, il y avait des gars qui me regardent, qui me Mhm. regardaient. Et puis, je tombe amoureuse d'un jeune homme. Mhm. Je tombe amoureuse d'un jeune homme. Dans le temps, j'étais en classe
l'équivalent de la quatrième. Donc, ici, on a quoi? L'équivalent de la quatrième, c'est quoi? Grade 8, grade 9, Mhm. Mhm. commun. Comme amoureuse d'un jeune homme que je rencontre. Il était beau, un peu débile maintenant que j'y pense, mais il était très Mais beau. t'es jeune. Il était très jeune. Ouais. Et puis, tu as un préservatif, tu sais pas quoi faire avec. Et Mhm. puis puisque tout le monde te dit que c'est normal, bah, tu as ton premier rapport, Mhm. bêtement. Mhm. Et c'était quand à l'offre de vacances. Et mes parents, parce que dans le temps, le gars vivait dans le quartier de ma sœur. Mhm. Donc j'utilisais tout le temps l'excuse de je vais voir ma sœur pour aller voir le gars. Et à un moment donné, mes parents ont commencé à me fliquer parce que je sortais beaucoup. Mhm. Je sortais beaucoup. Euh, et un jour, ma mère a trouvé. En fait, ce qui a mis la puce à l'oreille de ma maman, c'est qu'elle a trouvé, en lavant mes affaires, elle a trouvé un préservatif. Mhm. OK. Donc elle me demande qu'est-ce que tu fais avec ça. Je lui dis, oh non, tu sais, c'est à l'école, en éducation sexuelle, ils m'en ont donné. Et puis elle me dit, mais pourquoi c'est dans ta poche? Je dis, non, mais comme ça, tu vois. Donc en ce moment-là, elle a lâché un peu de lest, mais elle a compris qu'il y avait un truc étrange Très qui était en que train de se oui, passer. oui, oui. Qui était en Mais train de se est-ce que passer. c'est pas étrange, mais pour elle, c'était étrange. C'est ça. Exactement, en fait. Mhm. Ouais, un Mhm. truc étrange qui a commencé à se passer. Donc, elle commence à me surveiller un peu plus. Quand je Mhm. sors, je dis, ah, je vais rester chez ma sœur et tout. Bon, pour elle, c'est ma sœur, donc elle fait pas l'association tout de suite. Ouais. Et un jour, je devais rentrer, j'étais dehors, en fait, et j'ai pas demandé l'autorisation à mes parents. Et ce jour-là, tu sais quoi, quand tu es là, je n'étais même pas avec le gars. J'étais chez des Mhm. amis. Mhm. Et mon père qui me cherche. Mon père me cherche. Pour ceux qui connaissent Abidjan, en fait, moi je vivais à la Palmeraie et j'étais dans tu veux comprendre, un chill à la Riviera 3. Mon père m'appelle. Il me dit, t'es où? Je dis, ah, je suis dans le quartier, en train de marcher. Je suis chez des potes. Voilà, on est posé et tout ça. Il me dit, dans les 15 prochaines minutes, si tu ne rentres pas à la maison, tu vas m'entendre. Mhm. Mhm. Ok, donc la panique. Je commence à paniquer, à chercher un taxi et tout ça. Et donc, là, je monte dans un taxi, j'arrive, mais le trajet de où j'étais vers chez moi, avec les embouteillages, ça prenait plus de 15 minutes. Mhm. Donc, ça commençait à ne pas faire du sens. Donc, on conduit et tout, tout, tout. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'intelligence de dire au taximètre de me déposer un peu plus loin et de continuer le trajet à pied. Sauf que Mhm. où j'ai dit à mon père que j'étais et la direction que j'ai prise pour venir là, ça matchait pas en fait. Mhm. C'est-à-dire que Mhm. supposons, où j'ai dit à mon père, normalement je dois venir par la gauche, mais moi je venais par la droite. Et quand j'arrive devant la maison, mon père est dehors, il est garé, Mhm. là, dehors, et il m'attend. J'ai passé un sale quart d'heure en fait, parce Ouais. que avec le temps, il y a eu l'information a fuité, quelqu'un allait dire à mon père en fait que je partais rencontrer ce jeune homme-là et tout, tout ça et tout. Et que ma mère aussi qui dit, ben oui, la dernière fois quand j'ai cherché, je faisais sa lessive, j'ai trouvé un paquet de préservatifs et tout, que, bref, ils ont mis un et un ensemble. Mhm. Donc là, mon père, et c'est là que je dis, ils ont manqué de bienveillance. Et ça Ouais. m'a traumatisée pendant longtemps. Parce que mon père était arrêté devant le portail, sa voiture et tout, et il m'a crié dessus, Mhm. mais tellement. Et j'étais même pas rentrée dans la maison, en fait. Donc, Mhm. c'était comme une scène, les gens dehors, en fait, Du voyaient ce qui quartier, se les gens du passait quartier pouvaient dans voir. ce quartier. Donc, j'ai Mhm. vécu une humiliation sans nom. En fait. Mhm. Je rentre dans la maison, c'est la première fois que j'ai vu mon père aussi furieux. Mon père, c'est quelqu'un qui a le son chaud. Mhm. Mais je n'avais jamais vécu ça avec lui. Donc, il prend mon téléphone et tout, mes prises de téléphone, tu étais où, commence à me traiter de tous les noms. Ouais, en tout cas, il m'a traité de tous les noms ce Ouais, jour-là. ouais. Mhm. Des noms qu'on ne va pas dire ici. Oui. Euh, Après, il prend mon téléphone, il commence à regarder dans mes messages et tout. Et il dit automatiquement à ma mère que demain, euh, il faut l'envoyer chez un gynécologue, je vérifie s'il est encore vivant. En passant,
avec le temps, j'ai pris le temps de me documenter en sexologie. L'hymen n'est pas synonyme de virilité. Donc, Mhm, mhm, arrêtez en fait de stresser les gens avec ça. Je suis pas en mhm, train de vous dire d'aller faire la chose si vous n'êtes pas marié. C'est pas ça. mhm, mhm. Je dis juste que l'hymen n'est pas synonyme de virginité. Mais Ouais, mon ouais. père a insisté pour qu'on aille chez un gynécologue. Oh mon La Dieu. honte, Oui. la honte en fait. Mhm, Donc le lendemain, je me retrouve dans la voiture avec mon père et ma mère en route pour aller chez le gynécologue de ma mère. C'est le gynéco de ma mère. Donc il va jamais lui raconter des mythos en c'est fait. ça, c'est ça. Et le truc, c'est que dans le temps, j'étais encore jeune, mais je ne savais pas que tu es protégé par le secret professionnel, en fait. Donc, Mhm. il n'était pas obligé de dire à ma mère un certain nombre de choses parce que c'est ma santé, c'est mon corps, Ouais, etc. ouais, ouais, ouais. Ma mère a tenu même à rentrer dans la salle et tout, le Mhm, gars, et puis le gynéco qui me fait des tests et tout, et puis il dit à ma mère, effectivement, il n'est plus vierge. Donc, on monte dans la voiture, mon père, ma mère qui transmet le message à mon père. Si ce jour-là, je pouvais rentrer 6 pieds sous terre et ne plus jamais en mhm, mhm, sortir, je l'aurais fait. mhm. Je voulais disparaître de la surface de la terre. Ouais. Je voulais disparaître. Parce qu'en plus de ça, mes parents me traînent dans un institut de santé pour aller faire des tests pour voir si je n'ai pas une maladie sexuellement transmissible. Transmissible, ouais. Donc, et pendant dans la voiture, j'entends mon père que oui, dans tous les cas, qu'est-ce qui me prouve que que t'es pas malade, que quand tu fais des choses. Ah, c'était chaud, c'était Mhm, chaud. Et mhm, cet épisode-là a détruit ma confiance en moi, mhm, détruit la confiance que je pouvais avoir envers mes parents. Donc là où eux, ils pensaient qu'ils me donnaient une leçon, mhm, en fait, ils étaient en train de me former à devenir une menteuse professionnelle mhm. parce que je ne leur faisais plus confiance Ouais, du tout. Et c'est de ça dont je parlais, régner par la peur. ouais. J'étais terrorisée en fait. Donc même si j'avais des choses à leur dire, je ne pouvais plus le faire. Parce qu'ils avaient déjà fait leur idée de Exactement. mhm, mhm, Ils avaient déjà une idée bien arrêtée de moi. Et cette histoire-là, quand je parle d'humiliation, c'est pas juste resté entre mon père, ma mère et moi. Ça a fait mhm. le tour de la famille. Tout le monde en parlait. J'étais le fait divers de la famille pendant des années. Oui, Imaginez le trauma, non, en le fait. trauma, c'est ça. Je pense que en tant que qu'est-ce qui me fait pas rire, mais en tout cas, de l'histoire, ça me fait pas rire, mais je pense à Non, mais certaines aujourd'hui, on peut en réalités. rire. Mais Franchement, non, on peut en non, je rire. ris pas de c'est que qu'est-ce qui me parce que je suis quelqu'un que quand c'est pas que je suis pas choquée là, mais c'est quand j'écoute certaines choses, je ris, mais c'est pas que je ris parce que je trouve que c'est drôle, mais ça me fait penser que, quelque chose que ma mère dit tout souvent, c'est qu'elle dit: Qu'est-ce qui se passe dans ma maison reste dans ma maison». Merci. Est-ce que ta tante vient m'appeler, me dire tout ce qui se passe avec ses enfants? Non. Il y a des Non. choses, c'est sûr qu'on va te dire, oui, elle a gradué, oui, s'il y a eu quelque chose, tu vois. Mais les affaires intimes, intimes, non. Il y a des choses qui restent chez toi parce que c'est chez toi que les choses se passent. Donc, je pense que, comme tu dis, t'as vraiment privé parce que on connaît certaines familles ou les familles, des fois, quand ça a fait le tour, ça reste pas en famille seulement, hein, ça traverse Non. même l'océan. Donc, Oh que oui. mhm, Oh que oui, parce que quand je reviens, parce que pour le reste de cet été-là, il me restait pas longtemps, il me restait peut-être 3 semaines à passer. mhm, C'était les 3 semaines les plus longues de ma vie. J'avais pas le mhm, droit de sortir, j'avais pas le droit de faire quoi que ce soit. Je vivais dans une ambiance qui était lourde. Euh, quand mon père me regardait, tu sentais le dégoût dans ses yeux, il voulait mhm, rien savoir. Et cette image-là, elle est restée pendant longtemps parce que pendant un bon moment, chaque été, quand je rentrais, mon père me fliquait 3 fois plus. mhm, Il était constamment sur mon dos. Je vais sortir pour aller m'acheter de la loco, on me demande tu sors où, tu vas où? mhm, Il était sur mon dos. mhm, Il était sur mon dos et tu pouvais sentir la déception. Et ça, c'est quelque chose qui a cassé ma relation avec mon père parce que quand j'étais plus petite, j'étais très proche de mon papa. ouais, ouais, Et ça a
cassé beaucoup de choses parce qu'avec le temps et puis le contexte familial aussi fait beaucoup de choses parce que, bah, avec tu as des frères de différentes mamans, bah, Mmh. chacun essaie de tirer la couverture sur lui, chacun essaie de paraître comme étant le meilleur et tout, Mmh donc mh. forcément ça n'arrange pas ton cas Mmh. Ouais. et cet épisode-là, quand j'en ai parlé, parce que c'est bien plus tard que je parle à ma mère finalement de ce que moi je considère a été le déclencheur d'une vie en fait de déviance sexuelle très compliquée. Mmh. Parce que comme j'avais perdu confiance en moi, à mes yeux, je n'ai vu qu'aux yeux des personnes que tu idéalises le plus, tu n'as plus de valeur, donc forcément tu n'as plus de valeur toi-même à tes yeux. Mmh. Donc pendant mon adolescence, adolescence jusqu'à ma vie de jeune adulte, à peu Ouais. près. En tout cas jusqu'à ce que je rencontre mon mari, Mmh. j'ai enchaîné des relations incroyables, en fait. Mmh. Et j'étais même arrivée au point où, je me rappelle, quand j'avais eu 19 ans, j'ai dit: «Moi, je n'ai aucune envie de me marier, que Mmh. si je me marie, à cause de mon contexte familial, ça donnait pas envie, ça c'est un. Mmh. Mais, j'ai dit ça comme ça, j'ai dit: «Moi, tu sais, moi, je vais travailler, je vais avoir mon argent, je vais avoir ma vie et puis si un jour j'ai envie d'avoir des enfants, je rencontre quelqu'un, je fais un enfant et je le ghost». Ça, c'était Mmh. ce que j'avais dit. Ouais. Ça témoigne d'à quel point j'étais mal. Je savais Mmh. pas à quel point Mmh. j'étais mal, mais j'étais tellement mal, en fait. Ouais, ouais. J'étais tellement mal et dans mes relations, j'acceptais tout et n'importe quoi. Un gars pouvait me tromper et tout, mais quand il me faisait comprendre que c'est pas grave, je t'ai trompé, mais hem, c'était une erreur ou tu sais, tu Mmh. restes celle que j'aime le plus et Mmh. cetera, tu Mmh. restes parce que tu as une mauvaise estime de toi Ouais. et plus tard, quand j'avance, tu te sens vide, en fait. Ouais. Ouais. Tu tu sais pas et bien évidemment, je m'étais à cette période de ma vie-là, je m'étais éloignée de Christ, donc tout ce qui était repère, en fait, n'existait plus. Mmh. Mmh. Je vivais ma vie pour moi, selon mes envies, selon mes désirs, selon ce que j'avais envie de faire, selon ce qui me faisait plaisir, mais dans le fond, en fait, tu te sens vide à l'intérieur. C'est ça. Mmh. Tu te sens tellement vide et si tu veux comprendre, j'ai commencé à pas me reconstruire, mais à me poser un certain nombre de questions quand j'ai quitté le domaine familial et que j'ai commencé à vivre seule. Mmh. Mmh. Parce que quand tu vis seule, tu as du temps en masse Oui. pour poser un certain nombre de questions Mmh. et puis ça corrèle un peu entre une partie où tu vis seule et que tu rencontres des hommes et puis, tu te sens belle, mais après, tu découvres qu'en fait, tu pas forcément la seule. Donc et à un moment donné, je me rappelle que, avant que je quitte la maison, ma mère m'avait dit: Mmh. «Sarah, il faut que tu te baptises». Je comprenais pas pourquoi elle voulait que je me baptise et puis je lui et ça avait créé un palavre. Elle me dit: «Oui, il faut que tu te baptises et tout». Je lui dis: «Mais j'ai pas envie de me baptiser. Enfin, si je dois me baptiser, ça va venir de moi-même, ça va être une décision personnelle, en fait. J'ai pas envie d'aller me baptiser puis d'aller faire n'importe quoi encore». C'est comme baptiser un bébé finalement. Le bébé, C'est tu sais pas ça. pourquoi tu le Mmh. baptises. Donc non, ça m'intéresse pas. Puis je déménage à Ottawa, je me pose énormément de questions et puis, à un moment donné, je commence à avoir des amies qui, elles, sont très, très proches de Christ. Mmh. Et c'est pas des amis qui étaient ici, c'était des amis qui étaient à distance, mais on se parlait très souvent. Très souvent. OK. Qui me parlaient de Jésus et tout et tu sais quand ton cœur est endurci parce que tu as tellement mal, quand la personne te Mmh. parle de Jésus, ça t'énerve. Ouais. Mais mais tous les jours la fille, elle veut me parler tous les jours, tu entends me À parler de t'envoyer des Jésus. versets. On peut pas parler d'autre chose. Ouais. Je veux rien savoir. Ton Jésus là, il n'a pas été là pour moi parce que s'il était là pour moi, tout ce que j'ai vécu, je l'aurais pas vécu. Tu une vision de la vie qui est un peu étriquée. Ouais, tout ce que tu as vécu, tout ce que j'ai vécu là, Jésus, il était où? Mmh. En fait, sans savoir, j'étais tellement en colère. Ouais. J'étais en colère contre Dieu, j'étais en colère contre mes parents, et puis dans cette période-là, une espèce de rébellion parce que, j'en veux beaucoup à mon papa. Mmh. J'en veux beaucoup à ma maman parce que j'estime qu'ils m'ont pas protégée, Ouais. d'ailleurs qu'ils ont jamais su le faire. Mmh. Donc je me dis que s'il y a quelqu'un qui va me protéger dans cette vie-là, c'est moi. Mmh.
Donc, je deviens ultra dure, ultra dure. Je me bâtis des murs hauts comme, comme Jéricho, très Comme très haut, Jericho. Ouais. énorme, énorme. C'est-à-dire que ça arrive à un point, très honnêtement, où je préférais avoir une intimité physique Mhm. qu'avoir une intimité émotionnelle. On pouvait être intime physiquement, mais dès que tu me demandes de parler de moi, de me parler de ce qui se passe dans mon âme, je ne suis pas capable de le faire. Mhm. Je garde beaucoup de choses en moi. Donc, je suis très sur mes gardes. Ouais. Et dans ce sens-là, si je témoigne là pour répondre un peu à ta question, c'est que j'aurais voulu justement que quand il y a eu ces choses-là, que mes parents s'asseyent avec moi et qu'ils me disent: «Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as décidé en fait de pourquoi tu as eu ce premier rapport-là avec ce gars? Qu'est-ce qui s'est Mhm. créé? Mhm. Pourquoi? Ouais. Et c'est qui aussi? Et c'est Demander qui? qui. C'est ça. C'est qui? C'est Avoir un qui? visage, un nom, au moins. C'est ça. C'est qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et cetera. Peut-être qu'à ce moment-là, je leur aurais peut-être expliqué: «Ah mais en fait, il y a eu pour moi, c'était pas si important que ça parce qu'il y a quelques années déjà, voilà ce qui s'est passé». Donc Passé. j'aurais voulu qu'on me parle, qu'on me donne de l'amour plutôt que de l'humiliation. Parce Mhm. que l'humiliation que j'ai subie a contribué à engendrer, en fait, tout ce qui s'est passé après. Cette perte, cette colère que j'avais en moi parce que j'étais tellement en colère, en fait, Mhm. tellement en colère. Tout ce qui s'est passé après, j'aurais ça aurait peut-être je sais pas, peut on dit tout qu'on provient de ce qui aime Dieu, mais j'aurais voulu justement qu'on me rencontre avec de l'amour plutôt qu'avec de la honte, Ouais. avec de l'humiliation, Mhm. avec de: «Tu pas fait ça assez bien, donc tu mérites pas qu'on t'aime». Parce que pendant longtemps, je ne me sentais pas aimée. Aimer. Oui. Je me sentais fliquée, je me sentais surveillée, Mhm. je sentais qu'on s'attend à ce que je me comporte d'une certaine manière. Mais en aucun moment je me sentais aimée. Alors pour eux, peut-être qu'ils se disaient qu'ils voulaient me protéger pour m'éviter le pire, mais moi, c'est pas comme ça que je le voyais, en fait. Ouais, exactement. Mais est-ce que tu penses pas que parfois, les parents agissent, d'une certaine manière, c'est à cause de la façon eux-mêmes ils ont été peut-être éduqués, surtout avec Oui, les traditions, la culture, on a bien aussi sûr. le, patriarcat aussi qui est très présent. Donc parfois ils ont peut-être pas les mots, ils ont peut-être pas eu Mmh, l'éducation pour pouvoir, pour pouvoir, bien gérer, cette situation. mais ça, je l'ai compris bien plus tard. Ouais, ouais. Ça, je l'ai compris bien plus tard que mes parents ont agi selon leur propre trauma. Mmh. Ça, je l'ai compris bien plus tard parce que il a fallu que je déconstruise, en fait, tout ce qui m'était arrivé Mmh. pour que je comprenne que en fait, c'était pas par un manque d'amour, c'était ils m'ont donné ce que eux ils avaient. C'est tout. Mmh. C'est tout. Mmh. Ils m'ont donné ce que eux ils avaient. Mais ça, quand toi-même t'es mal, tu peux pas Mmh. le comprendre. Exactement. Et je pense qu'il a fallu que je tombe très, 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 très bas pour pour crier à l'aide, pour crier au secours. Mmh. En 2015, je venais d'enchaîner une énième relation pourrie. Mmh. J'étais tombée amoureuse d'un gars qui clairement lui, il en avait rien à cirer. Mmh. Il m'a ghostée, en fait. Mmh. Et je me rappelle que j'étais ce jour-là dans ma chambre et j'ai pleuré. Je me dis: «Seigneur, je veux plus jamais vivre ça». C'est la Mmh. première fois que je dis: «Seigneur». Je dis: «Seigneur, je veux plus jamais vivre ça. Si tu existes quelque Mmh. part dans ce monde, je ne veux plus vivre ça». J'enchaîne les relations où j'ai besoin d'être aimée, mais je me sens pas aimée. Le premier homme même qui est censé m'aimer même ne m'aime pas assez. Je parlais Mmh. justement de mon père. Ouais. Et du coup, en fait, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Please save me from this. Mmh. Parce que, je pleurais à chaudes larmes. J'en avais tellement marre. J'étais fatiguée. Et quelques mois plus tard, je commence à discuter avec celui qui est aujourd'hui mon mari. Ouais. Ça s'est Mmh. ça s'est passé,
Ça s'est passé de manière tellement spontanée. Je discute avec lui, mais je ne vois pas son potentiel, en fait. Mhm. Parce que, un, je suis blessée. Deux, euh, je traîne tout un bagage. Trois, sa personne, même physique, même ressemble à tout ce qui m'a fait mal dans la vie. Ouais. Light skinned men have hurt me. They are the Pour ones who tous have ceux qui break. comprennent les jokes, on la comprend. They have broken my heart. Ouais. Donc, quand je regarde le gars, ah, vraiment, je comprends pas, en fait. Et petit à petit, petit à petit, je commence à vouloir plus. Je commence à aspirer à plus. Mhm. J'en ai un peu marre d'être en colère. En tout cas, je sais que je me dis, la dernière personne avec qui je vais me mettre en relation, là, il faut que je me marie avec cette personne-là, ou soit je vais rester célibataire à vie. Ça m'intéresse pas. Ouais. Et puis, je peux honnêtement dire que le fait d'avoir rencontré Cédric, Mhm. ça a été un moment pivotant dans ma vie. Mhm. Dieu a utilisé cet homme pour me changer. Mhm. Non, il n'était pas en Christ quand on s'est rencontrés, moi non plus. Mais en fait, l'amour qu'il m'a apporté, qui est un amour inconditionnel, je peux le dire aujourd'hui, Ouais. ça m'a transformée en fait. Et j'ai compris qu'en fait, Dieu avait d'autres plans pour moi. Mhm. Si seulement j'ai décidé de lui ouvrir mon cœur. Et ça aussi, c'était un combat de résistance parce que tu vis tellement tes traumas qu'à un moment donné, les laisser, c'est comme si tu laissais une partie de toi. Parce que finalement, à force de les vivre et de les ressasser, Ils font ça partie devient, de toi. ils font Ouais. partie de toi. Ça C'est devient ton ça. Mhm. identité. Tu Mhm. commences à t'identifier à ça. Mais moi, je suis comme ça parce Mhm. que Mhm. j'ai vécu ça. Mais en fait, il y avait plus. Ouais. Il y avait plus. Et ça prenait, c'était doux. Alors que j'y repense, c'était très doux comment le Seigneur a commencé à travailler Comment petit à c'est, petit oui. dans mon cœur. Ouais. Parce que c'est au travers de son amour que j'ai Mhm. compris que je valais la peine, en fait. Que Mhm. quelqu'un pouvait m'aimer pour mes qualités, mais surtout pour mes défauts. Parce que, waouh, quand ce gars-là m'a rencontré, waouh, was like broken. Ouais, ouais. Mhm. J'étais dure! Oui. Mais là, il était patient. Il a été très patient. Patient. Et Mhm. ça m'a donné envie de moi changer pour lui donner le meilleur de moi-même. Et je savais que le meilleur de moi-même, je pouvais pas continuer à être loin du Seigneur, en fait. Et petit à petit, ça n'a pas été linéaire, hein. Il y a eu des moments, des moments de rechute ici et là. Mais à partir de ce moment-là, j'ai dit, je veux. Ma copine qui me parlait de Jésus, là, soudainement, Jésus. elle m'agaçait plus trop. Mhm. Mhm. J'avais envie j'avais envie de l'écouter. J'avais envie de l'écouter. Et puis, c'est des moments où tu vis seul, donc forcément, t'as, t'es un peu plus disposé aussi. Il y a moins de bruit autour de toi. Mhm. Il y a moins de bruit autour de toi. Tu commences à être un peu, j'ai commencé à être un peu plus réceptive. Donc, j'ai commencé à chercher une église. Mhm. Et à commencer à aller dans une, bon, j'ai enchaîné l'église. En tout cas, ça, là, c'est une histoire pour un autre jour. Mais en tout Ouais. cas, j'ai enchaîné des églises ici et là et tout. Mais en tout cas, je tenais à avoir cette relation avec le Avec Seigneur. Dieu. Et Mhm. quand elle me parlait, elle me disait, c'est pas une question de religion. Au début, je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Mais ça, tu veux Mhm. dire quoi? Mhm. Pas une question de religion. Comment ça se fait? Mais moi, je suis chrétienne. Elle me dit, ouais, mais l'idée, c'est pas d'être appelée chrétienne, mais c'est d'être un disciple. Un disciple. Ouais. Je dis, ok, ouais, être un disciple, ça veut dire quoi? C'est quoi? Là, bon, c'est de s'abandonner. Et petit à petit, il a commencé à faire ce travail en moi. Petit à petit, il a commencé à me montrer, en fait, d'où mes blessures ont commencé. Mhm. Pourquoi, quelle avait été la porte qui avait été T'es ouverte dans ouverte. ma vie, Mhm. qui Mhm. avait été ouverte dans ma vie. Parce que pendant tout ce temps-là, je vivais sans vraiment comprendre ce qui s'était passé. Et quand j'ai pris conscience de ça, que c'était cet événement-là, cette chose, ce tonton,
c'est là que j'ai commencé à mettre les choses en place. Mhm. Dans ma tête, ça a commencé à faire sens. Mais ça, sans l'aide du Saint-Esprit, ce n'était pas possible. Je n'aurais jamais compris si le Saint-Esprit n'avait pas mis le doigt sur cette chose-là. Et le Saint-Esprit a utilisé des amis, des personnes qui sont aujourd'hui que je considère mes sœurs. J'ai ouvertement parlé de ça à une sœur qui, elle, m'a parlé d'abord de son expérience, de ce qu'elle a, parce qu'elle avait vécu la même chose. La même chose. Mhm. Elle avait vécu la même chose. Et quand elle m'a parlé, ça m'a tellement émue. Et c'est là, en fait, aujourd'hui, je peux dire que c'est le Saint-Esprit dans le temps, pour moi, c'est la force des choses. Mhm. C'est là que j'ai dit, wow, so that was bad. Mhm. That happened to me. Ça m'est arrivé. Oui, C'était pas une bonne chose. Plus tu avances, plus tu comprends que c'était la porte qui était ouverte ouverte. Oui. pour Mhm. tout un tas de choses. Des choses. C'est L'ennemi, pour c'est ça que, ça, hein? L'ennemi, c'est ça. ouais, Ouais. c'est des Et portes. c'est des portes. Et je réalise aussi, il y a quelques années de ça, j'avais travaillé pour l'aide à l'enfance et euh, au fur du temps, en lisant des choses, j'ai compris que l'ennemi aime détruire les gens, surtout en bas âge. Donc, Mhm, si la personne est détruite, on va dire à 5, 6, 7 ans, en grandissant, si on va dire les parents, la famille, ou on va dire la société ou un professeur n'a pas le temps de rattraper, on peut dire c'est c'est un fini. peu cas perdu. Donc, Mhm, l'ennemi, c'est quand il trouve une porte, une personne avec un mauvais cœur ou des situations, mais l'enfant déjà dans son innocence est déjà brisé. Donc, ouais. ça aussi, ça amène, comme on dit, des liens et des portes ouvertes. Donc, Mhm, c'est ça. Bon, qu'est-ce que j'ai vu dans ton histoire avec toutes les sœurs? Dieu a mis des connexions divines pour pouvoir mhm, t'aider aussi à reconstruire. Parce que si on regarde un peu, on retourne un peu en arrière dans ton témoignage, on voyait que ben, quand tu es arrivé là-bas à Saskatoon, mais tu étais comme quand même à Saskatchewan, hein, c'est ça? Saskatchewan? non, et Saskatoon, non, Saskatchewan. Oui. Saskatchewan, mais c'était un autre genre de vie. Donc, on peut dire un peu avec tes sœurs, mais un peu isolé, si on peut dire ça Mhm, comme ça. Mais Dieu, même au fur du temps, t'a environné avec des gens qui le connaissent et qui peuvent aussi toucher. Je voulais savoir, est-ce que tu as renoué des liens avec la famille et pardonné à la personne qui t'avait abusé? alors, aujourd'hui, je peux dire que cette personne-là, je lui ai pardonné, je lui en veux même pas parce que je ressentais, si tu m'avais posé cette question-là il y a comme 4 ans, je t'aurais dit j'ai encore la haine. Mhm, mhm, Parce qu'il y avait des moments où quand j'y repensais, je pleurais par rapport à ça. mhm, Et aujourd'hui, dans la grâce de Dieu, je suis arrivée à un point où je me dis que ça fait partie de mon témoignage, ça fait ouais, partie de ma vie. Et s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. mhm, Ces derniers temps-là, le Seigneur m'a encouragé à méditer sur la vie de Joseph. Alors, tu te dirais qu'il n'y a aucun rapport, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de leçons qu'il faut apprendre. ouais, La chose qui m'a marqué le plus, pour faire le parallèle à ça, je vais y revenir. La mhm, chose qui m'a marqué le plus quand je méditais, quand Joseph retrouve ses frères et que finalement il craque et qu'il leur révèle qui il est, mhm, quand ses frères lui parlent et tout, il leur dit, Dieu m'avait envoyé, le Seigneur m'avait envoyé ici. Je sais pas la référence exacte, mais en gros il avait envoyé là pour les sauver eux. Il avait envoyé donc, il leur a pas dit c'est à cause de vous, c'est parce que vous m'avez vendu, etc. Mais il mhm, a attribué toute cette, tout ce qui s'est passé au Seigneur en disant tout ça devait arriver pour que je sois là où je suis aujourd'hui, pour que je sois en position de vous aider. Donc, si vous n'avez pas commis cet acte-là, peut-être qu'on serait tous morts à Canara, en fait, mhm, mhm, de la famine. Donc, cet homme-là, je ne lui en veux pas, plus, mhm, plus. Je ne ouais, lui en veux plus. Je lui ai pardonné. C'est juste que je ne veux pas me retrouver en sa présence.
Oui. Mhm. Et c'est aussi simple que ça. Pas parce que ça va produire quelque chose en moi, c'est juste que je juge que ce n'est pas utile pour moi de me retrouver dans sa présence. Il y a quelques années, il a essayé de m'ajouter sur Facebook. Oh mon Dieu. J'ai gentiment décliné Mhm. parce que j'estime que he has no business being in my life. Mhm. Mais si je le vois dans la rue, je vais lui dire bonjour. Et mes parents, j'en ai parlé à ma mère avant d'aller me marier parce que le Saint-Esprit pressait que je pouvais pas rentrer avec euh, de l'ancien dans mon mariage. Mhm. Donc j'en ai parlé à ma mère et elle était dévastée. Je lui ai dit, c'est pas la peine d'être dévastée. Moi, j'ai fait je suis guérie aujourd'hui, ça va. Ça m'a Mhm. pris des années de thérapie, Mhm. euh, de prières, de pleurs, de Seigneur, oh my God, je sais pas qu'est-ce que je fais, j'ai tellement de haine en moi. Mais je lui ai dit, maman, ça va. C'est juste qu'il fallait que je t'en parle avant d'aller me marier. Oui. Elle De veut en rentrer parler à dans mon un père. autre chapitre Voilà, aussi. dans un Mhm. autre chapitre de ma vie. Elle veut en Mhm. parler à mon père. Je dis, franchement, c'est pas utile. Tu vas aller, tu sais, tu vas aller régler des choses. Je lui dis, c'est pas important. Mhm. Moi, le plus important, c'est que moi, aujourd'hui, ça va. Je Oui. suis passée à autre chose. Et puis, je crois en la justice divine. Ce Oui. gars-là, si le Seigneur doit s'occuper de lui, il s'en occupera. Moi, c'est plus entre Ouais. mes mains. Je trouve que c'était un pas à faire et le Saint-Esprit part. Et juste pour revenir à ta référence de Joseph, c'est dans Genèse 45, 4 à 5, Mhm. qui dit, Oui. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre Mhm. frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc, Exactement. Joseph, c'est l'exemple parfait. Quand on regarde l'histoire de Joseph, et parfois, il y a des films, des fois, je regarde des films d'action, on voit que les gens veulent toujours se venger, aller faire ci et ça. Mais dans cette histoire, Joseph aurait pu faire la même chose. Mhm. Mais il leur a dit, je suis là. La personne que vous aviez vendue là, il y avait déjà, Dieu avait déjà écrit son histoire à Joseph. Mais c'est qu'est-ce qui Yes. devait se passer pour qu'il arrive là. Donc, tu as parlé de reconstruction. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir te reconstruire? Est-ce que tu es allé voir un psychologue? Ben, je sais qu'au début, on a dit que tu aimes voyager. Est-ce que tu as pu voyager pour comme un peu aérer, vivre d'autres choses? Donc, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir te reconstruire? Alors oui, tout au long de ma vie, j'ai fait une série de thérapies à différentes périodes, en fait, Mhm, mhm, pour adresser les différentes choses que je vivais intérieurement. Parce que, comme je dis, comme j'en parlais, l'émotion qui était la plus présente en moi, c'était la colère. J'étais en colère pour tout. J'étais susceptible. Jusqu'à présent, il y a encore des petits trucs en moi, des fois, qui me mhm, travaillent un mhm. petit peu I'm a work in progress, man. Oui, oui, on est tous, hein? C'est Mais, pas parce qu'on est assis là, mais, là, on est parfait, hein? mais, On n'est pas encore au ciel. mais, ouais, ouais, mais pour moi, la colère, c'était l'émotion par défaut. Et au point où je faisais des crises d'anxiété, j'avais du mal à dormir, j'étais angoissée, déprimée. Euh, Ce qui m'a beaucoup aidée, c'était d'avoir des personnes bienveillantes Mhm, autour de moi, que le Seigneur, où le Seigneur m'a permis de m'ouvrir à ces personnes-là. mhm, Euh, j'ai une très bonne sœur aux États-Unis qui est accessoirement mon témoin de mariage mhm, et on a pu parler de nos histoires. En fait, de savoir que je n'étais pas la seule à vivre, à avoir vécu ce genre de choses-là, ça m'a déjà déchargée d'un poids. L'autre chose aussi, c'est que la première fois que le premier homme à qui j'ai pu parler de ça, c'est mon mari. Et il ne mhm, m'a jamais touchée. mhm. Et ça, déjà, ça m'a enlevé d'un poids. L'écriture aussi m'a beaucoup aidée.
Mmh. L'écriture, ça a été quelque chose qui m'a souvent gardé, qui m'a permis de garder les pieds sur terre. Là où j'avais du mal à parler aujourd'hui, là, toi et moi, on arrive à À parler. discuter, oui, oui. À te parler avec beaucoup d'aisance, mais il y a eu des périodes dans ma vie où je n'arrivais pas à parler et tout ce que je pouvais faire, c'était d'écrire. Parce que quand je parlais, j'étais en colère. Et quand je suis en colère, j'ai du mal à m'exprimer. Tout est l'écriture. Et puis avec le temps, effectivement, le voyage. Voyager, pour moi, c'est... je me sens- J'aime, j'aime découvrir de nouvelles choses. Mmh. J'aime m'imprégner d'une culture qui est complètement différente de la mienne. J'aime, j'aime le dépaysement. Pour moi, là, il y a rien qui me tue plus que la routine. Donc, Mmh. voyager, Ouais. c'était Mmh. énorme pour moi. Et puis, l'amour, finalement, petit à petit, sentir l'amour de Dieu. Mmh. Dieu est utilisé, les gens sont différents, hein. Il y en a qui, dans des moments intenses de prière, sentent l'amour de Dieu, mais je crois que moi, pour arriver à sentir l'amour de Dieu dans des moments d'intimité avec lui, il a fallu que je me sente aimer des gens autour de moi. Et il a mis des personnes bienveillantes autour de moi qui m'ont montré qu'elles m'aimaient, que j'avais de l'importance et que j'avais de la valeur. Parce que Oui. ma relation avec le Seigneur, elle a été compliquée parce que on dit, Dieu est un bon père. Et quand tu n'as pas une figure paternelle à laquelle tu peux faire le lien entre j'ai un bon père ici sur la terre et un bon père dans les cieux, c'est compliqué de voir le Seigneur comme un père au début. Donc, il a fallu que je me sente aimée. Il a fallu Il a été patient, il est toujours avec moi parce que moi j'ai une tête dure. Il était patient avec moi. Ouais. Il était patient avec moi et petit à petit, de me sentir aimée, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, Mmh. de reprendre confiance en moi, de me sentir que j'étais capable de ne plus me définir par tout ça, que ça faisait partie de mon histoire, il fallait que tout ça arrive pour que je sois capable d'en parler aujourd'hui, pour que je sois capable d'enlever le voile de silence qu'il y a. Parce que quand j'ai posté, j'ai mis ce post, tu n'as pas idée du nombre de femmes qui sont venues dans mes DM et qui m'ont dit qu'elles ont vécu des choses similaires, Mmh. que je mettais des mots sur des mots. Des mots Et sur des je me mots. suis Mmh. dit, waouh, Seigneur, peut-être que tout ça a finalement un sens. Mmh. Et c'est le fait de trouver un sens à tout ça qui, je suis toujours en reconstruction, mais Mmh. je suis nettement à une meilleure place que je ne l'étais il y a quelques années et je Mmh. rends pleinement gloire à Dieu. Ça, Oui. On voit que le Seigneur fait le travail et comme toi aussi tu l'as laissé entrer et laisser rentrer d'autres gens aussi, mais ça a aidé aussi avec le processus de je voulais savoir guérison. qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans nos familles? Quand je dis nos familles, c'est les familles du monde entier, hein, donc c'est pas juste, Mmh. comme, toi tu viens de l'Afrique, c'est pas juste dans les familles africaines, c'est dans beaucoup de cultures dans nos familles, dans les cultures, l'éducation, la vision de l'évolution aussi de nos jeunes en société, surtout comme on vient tous les 2 de minorités visibles, qu'est-ce que tu aimerais voir changer? Surtout dans cette génération. Cette génération, il y a plus de limites. La limite, ça Oh n'existe plus. Seigneur, Donc, qu'est-ce que tu cette aimerais génération fait voir peur. dans nos familles, au niveau, on va dire, de l'éducation des enfants, mais aussi des précautions qui devraient être prises pour éviter. On ne pourra pas tout éviter. Un parent n'est pas toujours là pour guetter, mais qu'est-ce qui peut être fait selon toi? Je pense que je veux parler particulièrement aux parents et puis aux enfants, aux jeunes, j'y arrive. Mhm, mhm, Aux parents, je veux parler à un parent aujourd'hui qui met une distance intergalactique entre lui et ses enfants. En fait, la meilleure façon de perdre son enfant, c'est de ne pas lui parler. mhm, Et c'est de lui faire comprendre que parce que tu es le parent, il ne peut pas venir vers toi. En fait, en tant que parent, on est les repères de nos enfants.
on n'est pas leurs amis. Michelle Obama a dit ça dans une de ses interviews. Elle disait que I am not my parents, I am not my children's friends. C'est vrai, on n'est pas les amis de nos enfants. Il faut maintenir ce respect et cette révérence. Mhm, C'est vrai. Mais il faut aussi créer un climat propice à la discussion. Que quand un enfant veut te parler, qu'il sente que tu es disponible et que tu es réceptif. Aussi, la plus grande responsabilité en tant que parent, c'est de s'auto-analyser. On dit tous, oh, moi, je veux pas reproduire. Je pense que nos parents ont dit la même chose, hein. mhm, Oh, mhm, moi, je vais pas reproduire ce que mes parents ont fait sur moi, sur mes enfants. Malheureusement, quand tu ne traites pas tes propres traumas ou quand tu ne te regardes pas dans la glace, il y a de fortes chances que tu reproduises ce que tes parents ont fait. Donc, c'est de faire un travail sur soi d'abord. C'est de reconnaître que j'ai été blessée. Arrêtez de vivre en autopilote. En fait, aujourd'hui, nous, les parents de cette génération-là, on a la grâce de pouvoir se poser des questions. Nos parents ont vécu beaucoup en autopilote. Ils étaient dans la survie, c'est-à-dire il faut que je pourvoie aux besoins basiques de mes enfants. mhm, Il faut mhm. que je leur donne à manger, il faut que je leur donne un toit, il faut que je puisse leur offrir une éducation. Et dans beaucoup de parties du monde, c'est encore le cas. Ouais. Mais si vous n'avez pas les moyens d'aller voir un psy ou de faire quoi que ce soit, au moins essayez d'être ouvert avec vos enfants, que vos enfants sachent qu'ils sont capables de venir vous parler. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est très important. Ce qui se passe dans ma maison n'a pas d'affaire à se retrouver dehors. Le linge sale se lave en famille. Mhm, Chaque enfant est différent, mais je mets vraiment l'accent sur la communication et la communication dans l'amour. Des fois, ton enfant va te dire des choses qui vont te choquer. Si tu sais que tu n'es pas capable de pouvoir répondre avec amour tout de suite, pars. mhm. Dis, les gens entendu ce que tu m'as dit. J'ai besoin, et c'est normal, j'ai besoin de procéder l'information. Parce que un parent, c'était un enfant avant. C'est vrai. On ne naît pas adulte, on devient adulte. Tout comme on ne naît pas parent, on devient parent. Parents, c'est ça. Donc, des fois, tu n'as pas toutes les réponses et c'est correct. Nos parents africains, là, ils manquent des fois d'humilité. On utilise souvent, tu auras ton père et ta mère car ils sont comme tes dieux sur la terre. Le mot là, c'est comme. C'est pas, ils ne sont pas tes dieux sur terre. Ils sont comme. Donc, l'enfant doit révérence et respect à son parent, mais le parent est aussi un être humain. Vous n'avez pas la science infuse. Souvent, ça prend de l'humilité pour dire je ne sais pas, je n'ai pas toutes les réponses, mais je veux bien t'accompagner dans ce que tu vis. Je le fais. Oui. Oui. Aux enfants, il ne faut pas avoir peur d'aller vers ses parents. Si tu penses que tu as peur d'aller vers tes parents, il faut avoir l'humilité de chercher. Souvent, on veut que les gens nous disent des choses qui nous font plaisir. Alors que j'ai bien aimé ce que Luc Dumont a dit dimanche passé. Il disait, le diable te séduit avec ce qui te séduit, en fait. Mhm, mhm. Souvent, on a envie d'entendre des choses qui nous font plaisir. Donc, on ne devrait pas aller vers les personnes qui sont capables de nous dire la vérité avec amour. Si tu penses que tu n'es pas capable de parler à tes parents parce que tu penses que peut-être ils sont trop autoritaires, ils ne vont pas te comprendre, il y a toujours, j'ai envie de dire, il y a toujours un adulte de confiance, de relativement bonne moralité autour de toi, Oui. vers qui tu peux aller, à qui tu peux parler. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des amis, mais nos amis ne savent pas tout. Mhm, Maintenant, d'un conseil spirituel, je veux inciter tous les nouveaux parents, ou les parents qui ont déjà la foi, à mettre Christ au centre de vos familles. Parce que tout comme le mariage a été créé par Dieu, la famille aussi a été créée par Dieu. Et Dieu aime tellement les familles. Et mhm. il n'aime pas ce qui se passe actuellement, qui est la destruction entre des familles. Parce que quand Dieu n'est pas au centre, il n'y a pas de dialogue. Quand Dieu n'est pas au centre, les parents sont de leur côté, les enfants sont de leur côté. Et puis c'est vrai que des fois, c'est pas, ça peut paraître ne pas être naturel de dire oui, bah, je vais venir écouter mes enfants. Souvent, c'est de créer des moments. On est tellement focus à chercher l'argent, à faire 350 000 choses que souvent on oublie de passer des temps de qualité avec nos enfants. Qualité, c'est vrai. Mhm, Et un temps de qualité, c'est pas forcément payer un voyage par là à Dubaï.
d'aller Mhm. au mall. Allez-y au mall, marcher. Au parc, au Au parc, parc oui. ou juste à la maison, décider un samedi, écoutez, ce matin, on va prendre le petit déjeuner ensemble. Que ça devienne une routine. Peut-être que si vous n'avez pas l'habitude de le faire, le premier petit déjeuner va être bizarre, vous n'avez rien à vous dire. C'est pas grave. Mhm. Au moins, vous êtes ensemble. Et si on le fait de manière régulière, les enfants s'habituent à la présence de leurs parents et les parents prennent goût à être avec leurs enfants. Donc, du coup, ça crée du dialogue. Si on a le temps de végéter devant Netflix pendant 2 heures, je vous Mhm. assure qu'on a le temps de passer des repas de 30 minutes ensemble En où il n'y a pas de famille, téléphone, où on se parle pour de vrai. Donc c'est ça, communication, moment de qualité. Et puis le plus important, Christ au centre. c'est ça, exactement. Et puis, comme tu parlais de nouveaux parents, tu es maintenant mariée, on a parlé de ton mari et maman d'une petite fille. Comment est-ce que la vie a changé et qu'est-ce que tu aimerais voir pour elle en grandissant? Ouh, ouais, non, la vie est plus pareille. la vie, la vie n'est plus pareille. Ça serait naïf de dire que les choses vont revenir à ce que c'était avant, mais c'est pas une mauvaise chose en fait. Mhm. Devenir maman m'a. Si j'avais conscience que j'avais des choses à régler avant, là j'en ai encore plus conscience. J'ai encore plus conscience du fait que j'ai besoin de Jésus pour être la maman dont ma fille a besoin. J'ai besoin de sa sagesse, Mhm. j'ai besoin de ses conseils, j'ai besoin qu'il me garde, qu'il keeps me grounded. Il y Oui, a des jours, cet enfant-là pleure. Moi, je suis une habitude du silence. Je kiffe le silence, en fait. Moi, je peux vivre dans une maison où il se passe rien pendant des jours. Il n'y a pas de bruit. C'est juste moi. mhm. Un enfant, ça pleure. Et au début, ça testait ma patience. Oui, De ouf. Surtout mhm. quand t'es fatigué. Oui. Ça teste ta patience. Parce que l'enfant pleure et comme elle sait pas parler, tu peux pas lui demander pourquoi tu pleures. Mhm. Elle peut pas te répondre. Donc, ouais, ça me fait comprendre que plus que jamais, j'ai besoin de Christ. Plus que jamais, je vais faire des erreurs et il faut que j'apprenne à rebondir de ces erreurs-là. Plus que jamais, je me rends compte aussi que une famille, c'est à deux. Mhm. La parentalité, c'est à deux. Et que je peux pas tout faire toute seule. Donc, je m'appuie beaucoup sur mon mari. Mais au-delà de tout, je réalise que je suis capable. Je savais que j'étais capable d'aimer. Enfin, j'aime mon mari et tout. Oui. J'aime mes amis. Mais je découvre un amour que j'avais jamais expérimenté, en fait. Ma fille, là, quand je la regarde, j'ai envie de lui donner le monde. J'ai envie de lui donner le monde. Quand elle me regarde avec ses yeux, là, elle est trop mignonne et tout. Ouais. Genre, j'ai envie de lui offrir le meilleur de moi-même. Mhm. Et donc, ça fait que je fais plus attention à comment je parle, comment je réfléchis, je me remets beaucoup plus en question aussi. Puis évidemment, il y a des jours où j'ai pas toutes les réponses. Comme je Oui, disais tout à c'est l'heure, ça. il y a des jours, je suis vraiment en mode, je pilote à l'aveugle, je sais pas ce que je fais. Mhm. Mais, une expérience qui rend humble. Avant, je me posais, surtout quand on est né, parce qu'on est dans un monde de malades, Mhm. on se le dit, Ouais. dans un monde de fous furieux. Déjà, quand j'ai appris que j'étais enceinte d'une petite fille, j'ai paniqué. J'en ai un garçon, je m'étais dit que ça allait être plus simple. Le monde est dur pour les femmes. Oui, c'est différent. C'est différent. Après, j'ai vécu ma grossesse avec une amie qui était enceinte à la même période, qui a Mhm. accouché genre un mois avant moi. Et on se parlait beaucoup et ça te fait comprendre que tu as besoin d'une tribu autour de toi. Tu as besoin de personnes bienveillantes. Plusieurs personnes, oui. Mhm. Tu as besoin de personnes bienveillantes qui vont pas te faire culpabiliser, mais qui vont te recadrer des fois avec amour, qui vont te permettre de te regarder dans la gueule, et aussi qui m'ont fait comprendre que même si on vit dans un monde bizarre, Jésus est toujours au contrôle. Oui. Aussi, c'est une petite fille, donc elle a naturellement besoin de plus. Elle aura besoin d'un autre genre de protection. Je dis pas que les Mhm. garçons n'ont pas besoin de protection, mais qu'elle aura besoin d'un autre genre de protection. Et que il va falloir que je sois aussi équilibrée. Je peux pas la surprotéger parce C'est que je peux ça. pas avoir les regards partout. Et que ce qui me rassure, c'est de savoir qu'avant d'être mon enfant, c'est l'enfant de Dieu. Oui. Du Oui. coup, Dieu s'en occupe. Moi, quand j'ai pas de regard partout,
Dieu s'en occupe et ça m'enlève une charge mentale de malade. Mhm. De me dire que là où je n'ai pas de contrôle, lui, il a un contrôle. Le contrôle. Oh, tout va bien. Tout va bien. Ah, ça, j'aime vraiment ça. Tout va bien parce qu'il est au contrôle. Et puis, en faisant mes recherches, parce que je fais beaucoup de recherches, euh, j'ai vu que tu avais débuté un podcast en 2020, Mhm, mhm, euh, qui a, on va dire, le nom de Vocal. Et mhm. puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce podcast et est-ce que tu penses revenir, nous préparer d'autres épisodes? Oui, alors, vocal. Alors, vocal, c'est un projet que j'ai commencé trop tôt, Oui. mais c'est un projet qui mérite d'exister, qui va exister. En fait, vocal est parti d'une sorte de grogne, en fait. J'avais envie d'avoir une plateforme où est-ce que je pouvais m'exprimer. Mais aussi, j'avais besoin c'était une plateforme pour moi où je me disais que je voulais donner la voix, je crois que ça s'appelle vocal, je voulais donner une voix, en fait, aux femmes, Mhm, aux femmes de toutes sortes d'horizons, de venir parler de leur histoire, qu'on s'édifie, en fait, au travers de notre partage, au travers de ce qu'on va se raconter. Je pense véritablement que la parole, avant d'être créatrice, la parole guérit. Que moi, j'ai finalement réussi à guérir par le mhm, fait de parler de ce que j'avais vécu. Euh, et c'est pour ça que j'ai créé Vocal, en fait. Et Vocal, je vais y revenir, mais Vocal va être sous une autre phase, sous une autre forme, parce que ces 3 dernières années, oui, on est en 2023, ouais, ça va mhm. vite. Oui, Ces 3 dernières années, j'ai appris mhm, tellement de choses sur moi-même. Et je me suis dit que quand je reviendrai, je veux venir avec plus de sagesse et venir en étant guéri. Je veux pas parler d'une perspective de personnes blessées, mais mhm. d'une perspective de personnes qui a envie de donner, qui a Oui, envie d'aider, qui a envie de conseiller avec sagesse. Euh, Même dans mes moments les plus sombres, toutes les personnes autour de moi m'ont toujours dit que j'ai toujours de très bons conseils. mhm, mhm. Un peu le cordonnier mal chaussé, quoi. La fille qui va mal, mais qui donne des conseils aux gens, et puis Quand ça va même. bien dans leur vie. Oui. Et je me suis rendu compte que c'est peut-être un don, c'est peut-être là où je suis appelée à aller, Mhm, c'est de tout simplement me servir de mon histoire pour tendre la perche aux autres, pour leur dire que si j'ai pu m'en sortir, c'est que c'est aussi possible et on peut le faire ensemble. comme ça. On Oui. peut le faire en parlant, on peut le faire en... Vous pouvez le faire et moi je vais vous écouter en fait. Mhm, Donc, ouais, j'ai arrêté parce que il y a eu période de mariage, bébé ensuite, etc. Mais aussi parce que les épisodes étaient beaucoup centrés autour de moi et j'ai envie de faire un shift en fait. Oui, mhm, il y aura toujours moi. Je serai toujours là parce que c'est mon bébé, c'est mon projet. mhm. Mais j'ai plus envie de redonner. Donc, voilà. Ça, on a hâte de voir ça. Et puis, vraiment, je t'encourage parce que j'ai pu écouter un peu. Et puis, moi, je trouve que c'est du bon. C'est du bon. Donc, on Merci. t'attend, hein? On t'attend. Et Yes. je voulais parler de ton autre bébé, Chocolat, une marque de Yeah. gourmandise corporelle et naturelle, qui est Mhm. un autre projet. Donc, comment cette aventure a commencé? Alors, chocolat a commencé en 2019-2020. Alors, j'ai eu une période, moi qui n'ai pas eu d'acné pendant toute mon adolescence, Mhm. chanceuse que j'étais, Oui. je me suis retrouvée un jour avec genre le visage plein de boutons, mes d'acné, tout ça. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et j'en ai beaucoup souffert parce que ça a comme impacté un peu comment je me percevais. Mhm.
Et cet épisode-là m'a permis en fait de faire un shift en me disant, bah, faudrait peut-être que je porte un peu plus attention à ce que je mets sur moi. Parce que je faisais déjà quand même attention à mon alimentation. C'est pendant cette période-là que j'ai toujours été sportive, mais j'ai vraiment décidé de faire un shift en fait en regardant, en faisant attention à mon alimentation, à mon style de vie, à ma diète, etc. Et ça passait aussi par le fait de revenir à une approche qui est beaucoup plus naturelle, Mhm. à plus mettre tout et n'importe quoi sur ma peau. Et donc, ça a commencé tout bêtement. J'avais du beurre de karité chez moi OK. et du beurre de cacao qui était là depuis comme genre 2 ans. Donc d'abord, j'ai regardé sur Internet, est-ce que je peux utiliser le beurre de cacao là encore, malgré qu'il a genre 2 ans? Et puis on m'a dit, ouais, c'est bon, pendant 5 ans et tout. Et j'ai commencé à faire de la chantilly corporelle. Donc je me suis documentée pendant de longues heures et tout sur Internet et tout. J'ai voulu me former, chose que je vais faire. Mhm. Et j'ai commencé à créer. Le problème que j'avais avec le beurre de karité, d'ailleurs, pourquoi je ne l'utilisais pas, c'est parce que j'ai toujours trouvé le beurre de karité dur. Je savais pas quoi Ouais. faire avec. Mm, mhm. J'ai pas, j'ai pas envie de sortir de la douche et de venir me muscler avec une brique de beurre de karité, en fait. J'ai Mhm. pas le temps Mhm. pour ça. Et donc, j'ai cherché comment le travailler pour que ça soit agréable. Et puis ensuite, quand j'ai trouvé la bonne texture, après essai et essai et essai, j'ai trouvé la bonne texture, je me suis dit, ah, mais tiens, je peux faire quelque chose avec. Et puis, bah, le beurre de cacao, ça sentait bon, ça sentait le chocolat. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le passer à des amis, en fait, Mhm. parce que je faisais des gros batchs. Bon, Ouais, dans ouais. le 2020, j'avais rien à faire. J'étais à la maison. Je faisais des gros batchs que je pouvais pas utiliser seule, donc j'ai commencé à partager ça avec des amis, à le vendre honnêtement à un prix dérisoire. Et puis j'ai eu de super bons retours en fait. Et non seulement moi, ça faisait énormément de bien à ma peau. Et donc j'ai commencé à me dire, bah, peut-être que je peux faire quelque chose avec. Mhm. Mais tout est parti du fait que je voulais des produits cosmétiques naturels qui étaient faciles d'accès, dont je connaissais la provenance de tous les ingrédients. Il n'y avait pas de méthylène, de je sais pas trop quoi dedans, là. Tout était naturel, en fait. C'est pour Mhm. moi 5 ingrédients, that's it. Et c'est de là qu'est né le chocolat. Et puis là, je suis en train de travailler à faire revenir la marque, Ouais. à commercialiser davantage. D'ailleurs, j'ai commercialisé certains produits au sein d'Elis. C'était un petit succès, donc ça m'a Ouais. remis en confiance. Confiance, ouais. Ouais, ça m'a remis en confiance. Ouais. Et puis, je travaille sur la marque pour la faire sortir et puis travailler sur un plan de Oh, marketing. mais je suis bien contente, de beaux projets, la famille est là, donc les choses se passent bien et je suis bien contente. J'ai hâte vraiment au podcast, à la marque aussi. Alors, dernière question, qu'aimerais-tu voir pour les femmes et les jeunes filles de cette génération? Ce que j'aimerais voir pour les femmes et les jeunes filles de cette génération. Moi, j'aimerais voir des femmes libérées Mhm. et libres. Euh, on pense souvent que être une femme, c'est être bourré de restrictions. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend. Tu es Mhm. une femme, donc tu peux pas faire ci. Tu es une femme, donc tu peux pas faire ça. En fait, j'aimerais bien voir des femmes, en fait, libérées, déjà, qui sont assises dans leur identité. Parce que dans cette vie-là, quand tu ne connais pas ton identité, le monde doit te dire qui tu es. Mhm. Donc, assises dans leur identité, fières de qui elles sont, et des femmes libres, en fait. Ouais. Des femmes qui n'ont pas peur d'entamer des projets. Des femmes qui n'ont pas peur de s'affirmer. Et puis surtout des femmes, moi j'aimerais bien un monde où les femmes sont unies, où est-ce qu'on travaille ensemble Mhm. pour s'élever, pour bâtir un monde meilleur pour la génération qui va venir. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a de la place pour tout le monde. Chacune a un petit quelque chose. Moi, je fais des cosmétiques et je connais une autre amie qui travaille aussi dans les cosmétiques et fait exactement la même chose. Mais elle a sa touche personnelle qu'elle apporte. On peut toutes les deux coexister dans le même environnement. Il n'y a pas Mhm. de raison pour laquelle moi, il faut que je sois seule ou elle, il faut qu'elle soit seule. On a toutes quelque chose à apporter. Et je crois qu'un monde où est-ce qu'on coopère ensemble, où est-ce qu'on travaille ensemble, où est-ce que on s'élève les unes les autres, on va être indestructible, en fait. Donc, moi, c'est ça que je veux. Et c'est l'héritage que j'ai envie de laisser à ma fille. De lui faire comprendre que
on peut s'élever, on n'a pas besoin de s'écraser les uns les autres. Justement, c'est si on travaille ensemble qu'on va accomplir de belles choses. Voilà. Merci beaucoup à toi, Sarah. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup pour, comme on dit ici, c'est sans tabou, hein. Donc, merci Yeah, d'avoir été honnête, de t'être ouverte aussi. Et merci encore. Et j'aimerais dire à toutes les femmes, le 8 mars 2023, c'est la journée internationale des femmes. Donc, moi, pour moi, c'est pas juste un jour. Le mois de mars, je dis toujours, c'est notre mois, c'est le mois des femmes. Donc, comme toi, moi aussi, j'aimerais vraiment voir les choses bouger, que les femmes connaissent leur identité et pas juste ici, mais partout dans le monde. Et puis, c'est ça, c'est une belle journée ce jour-là, mais c'est pas, on ne célèbre pas ça une fois dans l'année, mais ça doit être célébré chaque jour. Donc, merci à toi encore. Et puis, c'est ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver et puis quels seront les projets futurs. Merci encore, Sarah. merci à toi, Consuela, ça m'a fait vraiment plaisir.